Avant, ouvrir un réseau social, c'était voir ce que font les autres. Aujourd'hui, ouvrir certaines applis, c'est ouvrir une télé. Ça démarre, ça enchaîne et souvent, ça décide du prochain programme à ta place. Et le plus intéressant, c'est que tout ça, c'est pas juste une question d'algorithme, c'est aussi une question de design, parce que tout est pensé pour que tu ne t'arrêtes jamais vraiment. Et un peu comme les casinos à Vegas, t'as toujours envie d'y retourner. Alors est-ce qu'on choisit encore ce qu'on regarde ? Est-ce qu'on choisit parmi ce qu'on nous montre ? On va tâcher d'y répondre dans cet épisode. Bienvenue sur Bubble, le podcast où on prend le temps de comprendre ce que la tech change vraiment dans nos vies. Je suis Quentin, et je suis accompagné de Rewan et de Mathieu. Comment ça va mes petits osios ? On est là, on est bien. Vous voulez savoir combien votre voiture ? Dis-moi. Je sais pas. Faut aller sur... je vais pas donner la marque. Faut demander à Franck Leboeuf. Vous demandez à Franck. J'en peux plus. Il m'obsède, il est partout. Vraiment. Je paierai pas YouTube Premium, je paierai pas. Mets-la moi 6 fois d'affilée s'il faut 10 fois. Plus, le mec, il s'est positionné de ouf. Il a dû avoir des mois compliqués là, parce qu'il est dans toutes les pubs. Alors, on va commencer avec une petite anecdote. Nous, on a Franck Leboeuf en France, mais ce site-là, ils font des pubs, je crois, sur toute l'Europe avec une célébrité chauve locale. Je suis tombé sur la version que des chauves. Mais non. Je suis tombé sur la version espagnole. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Et dans les commentaires, t'avais des Français qui disent, mais attends, ça s'exporte, c'est international. Mais je non. te jure que c'est vrai. Dinguerie. Je suis mort. Et bah écoutez, ça c'est peut-être un algorithme qui te le. Je ne vendrai pas ma voiture. Je vais la sucer. T'as compris, Franck ? Je vais la foutre à la fourrière. Je vais l'envoyer dans un platane. T'imagines, Rewan, tu sais, l'algorithme qui fait il aime les hommes chauves, je vais lui en mettre plein. Ah, les chauves, moi j'ai envie de attraper le Kobe là, tu sais, de lui attraper le crâne là. Ça fouette. Tu veux pas plutôt faire un petit bisou sur le crâne non, de Barthez ? Je pense que c'est plutôt la voiture il faut le respecter. qui le target. Son crâne, il est plus brillant que ma carrière, donc non, il faut respecter. Alors ça, c'est vrai. Mais sinon, écoute, pas mal, ça va. Je te dis chaudement, là en vrai, on a une petite météo bien sympa. Là. Il fait bien chaud, un petit temps à barbecue là. Donc non, franchement, je suis bien. Chaudement. Alors aujourd'hui, algorithme versus un peu libre arbitre et même notre volonté, comment on est guidé. Nous, on a suivi un petit peu l'évolution des réseaux, des plateformes et l'arrivée un petit peu de ces algorithmes. C'est terrible, on est les vieux des jeunes. C'est vrai. Ouais, en vrai, sachant que si on remonte un petit peu, la notion d'algorithme, elle prend des formes différentes, mais bien sûr. Dans le temps... Là, on parle d'algorithmes envers les réseaux sociaux, donc on parle de Twitter, de YouTube, d'Instagram, même de Netflix, par exemple, qui était l'un des pionniers finalement de ce côté algorithmique et de la proposition de contenu, parce que c'est un petit peu ça le thème d'aujourd'hui, c'est sur YouTube, je vais sur la home, puisque c'est quand je l'ouvre, je tombe là-dessus. Est-ce que je clique directement sur un contenu ou est-ce que je vais en chercher un ? Vous, de votre côté, j'ai un cheat code ça se passe comment ? J'ai un cheat code pour toi. Je consomme jamais YouTube en étant connecté à mon ordinateur, sauf sur ma télé, parce que télé, ça veut dire, en fait, à chaque fois que tu nous regardes, ça compte même pas de vue. Et regarde, fais l'expérience un jour de refuser quand tu arrives sur YouTube pour la première fois en navigation privée, tu fais le test, même pas tu te connectes, tu refuses tous les cookies, tu sais, te mets la page avant d'arriver au service Google, machin, accepter tout qui, tu refuses, t'auras rien sur la page d'accueil. Mais non. Tu auras une page d'accueil vide avec marqué au milieu. Les recommandations sont désactivées pour oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Mais t'as rien. Et du coup, ça t'oblige à chercher. C'est-à-dire que moi, j'ai les recommandations, mais quand je suis déjà sur une vidéo, que j'ai déjà commencé une recherche. Bon, après, les 3/4 des gens ont déjà un compte et ont déjà des abonnements et donc, du coup, ont cette page d'accueil. Dans cette configuration-là, généralement, je sais pas, dans vos heures perdues, vous faites quoi ? Vous arrivez, vous cliquez sur un contenu ou vous cherchez un truc ? Je sais pas pour toi. Moi, je suis le fidèle vieux con, tu sais, qui a un papier rose pour un permis de conduire. Il va sortir à tous les épisodes, je vous préviens. Écoute, mais pour le coup, là, elle est vachement vraie parce que je pense que je fais encore partie des rares qui, quand j'ouvre YouTube, mon premier réflexe, c'est d'aller cliquer sur ma zone abonnement. Ah, c'est beau. Ça, je pense que, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai vu pas mal de vidéos, c'est vrai que de plus en plus, et ça m'arrive, hein, je fais pas que ça tout le temps, mais les gens se laissent maintenant aujourd'hui beaucoup plus bercer par les recommandations. Ce qui fait dire, d'ailleurs, il y en a plein de youtubeurs qui disent oui, maintenant les abonnements, ça sert plus à rien. Alors je vais même aller plus loin. Maintenant, dans les abonnements, t'as en plus les recommandations. Ouais. C'est que tu vas dans l'abonnement, il te met les 4 dernières sorties par exemple, et ensuite il te dit les plus pertinents. J'ai vu. Ça me rend dingue. Ça, et puis les notifs, elles sont buggées, on a pas reçu la notif. Connard, YouTube, le shadowban, vous croyez qu'on est bête ? Et tiens, on veut mettre les shorts en premier pour bien te casser la tête. Moi, ma meuf, elle déteste tellement les shorts qu'elle a réussi à être trouvée dans les paramètres pour désactiver, tu sais, quand elle va, les shorts direct. Il y a des extensions navigateurs si tu regardes sur Chrome pour couper les shorts. Moi, je les garde parce que comme c'est un format maintenant que je pratique, même si je suis une arnaque, on va se le dire, parce que
je m'occupe de mes formats longs et que je short, même malgré tout, je suis toujours dans l'idée qu'un jour j'évoluerai vers des formats short dédiés. Et du coup, je les laisse parce que je me dis, un de ces quatre, je vais aller regarder un ou deux shorts pour essayer de. C'est professionnel. Ça serait perso. J'aurais désactivé comme ma copine. Toi, aujourd'hui, tu trouves que les recommandations que tu as sur YouTube, elles sont pertinentes par rapport à ce que tu consommes en général de YouTube ou pas du tout ? Vraiment pas. Ah ouais ? Pas, moi, je trouve Bah, que en moi, vrai, oui. à 75%, c'est absolument pas les bonnes recommandations. Et pourtant, je consomme quand même pas mal. Mais tu vois, tu parlais de vieux de la vieille de YouTube. Allez, je vais dire 85% de ce que je regarde sont dans mon fil d'abonnement. Et effectivement, je fais comme Donc toi. tu fais partie des vieux de la vieille, en fin de compte. Tu fais partie tu choisis ce que tu consommes. Mais... Alors, parfois, je vais sur la page, je tombe sur une vidéo sur les recommandations et je me dis, ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que 85%, je fais un peu la même méthode que Mathieu, c'est-à-dire que je vais sur YouTube, je vais dans les abonnements. Et c'est pour ça que ça me casse un peu les noix qu'aujourd'hui, ils mettent en plus le truc les plus pertinents pour toi. Moi, je veux juste voir, par ordre chronologique, les dernières sorties et voir ce que j'ai envie de regarder. Moi, je serais tendance à croire que je pourrais potentiellement faire partie des gens qui vont basculer vers le côté de plus forcément cliquer non-stop sur le côté abonnement, même si aujourd'hui, c'est, on va dire, 80% du temps des cas. Mais je trouve quand même que l'algorithme, pour moi, si je devais le personnifier, je le trouve des fois pertinent, mais c'est un peu un forceur. Oui. Je donne un exemple. Oui. En ce moment, je regarde beaucoup, je peux parler d'un mec, Edgar Yves, là, un humoriste qui buzz un petit peu en ce moment. Et c'est vrai que j'ai beaucoup regardé, tu vois, des talk shows, des machins et tout. Et en fait, maintenant, il va me proposer beaucoup d'Edgar Yves. Là où c'est pour ça que je le trouve un peu forceur. C'est-à-dire que le truc, c'est que l'algorithme... que ça, quoi. Ouais, l'algorithme, il sait pas doser. Il sait pas se dire, bon, là, il ouvre YouTube, je vais peut-être mettre une Edgar Yves et je vais mettre 3-4 autres choses. Parce que moi, en fait, pourquoi je bascule des fois dans les recommandations, le problème que j'ai, c'est que je suis un méga nerd et que moi, mon abonnement, ça a beaucoup été... non, mais ça a beaucoup été des trucs de tech. C'est beaucoup les copains. Tu vois, je m'abonne à toutes les chaînes des potes, alors que je regarde pas forcément toutes les chaines des potes. C'est une dinguerie d'idée, non. C'est pas grave. Dire ça sur un podcast. Jugez-moi, je ne regarde pas. Romain Laneri, on te regarde pas. Voilà. On t'embrasse, bien sûr. Je m'excuse. C'était la balle perdue. Voilà. Non, mais en gros, et l'idée, des fois, c'est de me dire, putain, en vrai, j'ai la flemme de faire du ménage dans mes abonnements. Donc, du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une reco, là, d'un truc pour changer un peu de thématique, changer de sujet, voir soit des trucs sur comme je te disais, beaucoup je suis porté sur les histoires du hip-hop de ma génération, sur des gens qui m'inspirent un petit peu. L'idée, c'est de sortir un petit peu de trop de tech, parce qu'au bout d'un moment, ça me saoule. Moi, j'ai un peu le même truc que toi, c'est-à-dire que des fois, je regarde un truc, effectivement, je vais avoir plein de recommandations en mode... C'est pas vraiment forcément, toi, c'est dirigé sur un créateur, moi, ça va être un sujet, tu vois. Mais des fois, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que l'algorithme, il se sauce, il pète un câble et il me dit regarde cette vidéo avec 32 vues, avec une thumbnail toute pétée, avec le mec qui a enregistré avec le micro de son Kiddy Zoom. Et je suis en mode miniature. Et je suis en mode de son Kiddy Zoom. Et je suis en mode non, je vais pas regarder. Et tu sais, genre, je me dis attends, s'il a trouvé ça à 32 vues, ça doit être vraiment un classique, tu vois, c'est vraiment un truc pour moi. Je clique dessus, c'est arraché au sol. Et c'est pas contre la personne qui a fait la vidéo, c'est juste pourquoi c'est dans mon algorithme. Pareil. Parce qu'il a vu tous les mêmes que tu likes, frérot. Attends, je joue pas à Fortnite, je joue pas à des jeux. Enfin, moi, je suis un vieux de la vieille, c'est Counter-Strike en termes de jeux compétitifs. J'ai pas de Rainbow Six, pas de Fortnite, pas de Valorant, si j'ai testé une fois pour des potes, etc. Des fois, je regarde ma vidéo, tranquille, un truc à format long sur l'histoire d'un jeu ou un truc comme ça. Il me transitionne sur un live Fortnite à 3 viewers éclaté et je me dis, mais je crois qu'il te déteste. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je pense qu'il veut te faire chercher la pépite. Et je regarde jamais de live sur YouTube. Je crois que le dernier, ça devait être un live de PewDiePie il y a genre, je sais pas, peut-être 5-6 ans, un truc comme ça. Je regarde pas de live sur YouTube, c'est pas ma plateforme. En vrai, je trouve que c'est là où, pour moi, c'est un peu mal géré. C'est que, après, je trouve qu'ils oublient de se dire dans l'algo, ouais, bon, là, il a vu, je sais pas, 3-4 vidéos sur une même thématique. Là, je vous ai lâché le nom de quelqu'un, parce que c'est ce que je regarde, c'est l'exemple. Mais à un moment, il se dit pas, je vais doser un tout petit peu, parce que peut-être que ça y est, il a épuré un peu le sujet. On va essayer soit de lui faire découvrir autre chose, soit en tout cas d'aller sur une autre thématique qu'il aime bien. Et ça, c'est un peu le reproche que je ferai à la Après, il y a des fois, il est très très fort. Moi, je sais qu'il y a des coups, il m'a trouvé des créateurs que je suis encore aujourd'hui, que j'ai trouvé dans les recommandations, alors qu'il n'y avait rien qui était prédestiné à ce que je les trouve, tu vois. Je pense qu'il y a différents espaces qui sont possibles, justement, dans cette organisation de l'algorithme. Il y a évidemment ce qui apparaît en premier, mais tu vas aussi avoir ce qui apparaît le plus souvent, ce qui est généralement les trucs les plus likés ou les plus vus. Il y a aussi ce qui apparaît au bon moment.
parfois tu vas avoir une personne, un créateur qui va pop d'un coup. Oui. Tu parlais du 32 vues, mais ça peut être un peu plus. Mais des créateurs qui, comme ça, sont un peu propulsés pour X ou Y raison. Bénis par l'algorithme. Un peu, c'est ça. Et t'as aussi le format qui correspond, excuse-moi, à quand est-ce que tu vas les regarder, tu vois. Il y a des fois où moi, je suis en mode, je veux du truc un peu dynamique parce que je veux être, diverti ou un truc comme ça. Ou des fois, je préfère des formats plus calmes qui durent un peu plus longtemps, mais qui sont plus posés. Bah, je les regarde pas au même moment de la journée, tu vois. Mais est-ce que tu penses que ce truc-là, est-ce que vous pensez que c'est un truc qui arrive au bon moment? Ou est-ce que comme moi, parce que le truc de 32 vues, là, pour moi, c'est limite le côté forceur, où il va essayer de te sécher sur le sujet, il va vraiment essayer de te gaver le max possible, et quitte à aller chercher la vidéo qui a 32 vues, là, juste parce que le mec, il va dans la transcription, il y a le nom du sujet que tu suis, quoi. Je sais pas, parce que des fois, il n'y a même pas le nom du sujet, c'est Ouais. même pas en lien avec la vidéo que j'ai Ok. regardée. Donc, à moins que le créateur il ait lâché une somme incommensurable en YouTube Ad au point de finir sur les Pour 32 recommandations de vues, vidéos sur 32 c'est vues, pas, je 32 connaissant vues, mais la un peu plus. monétisation, c'est- Ouais. Combien t'as mis C'est chaud. Mais un poil plus, je pense. Mais enfin, tu vois, aujourd'hui, l'algorithme de YouTube, c'est un truc qui est vachement bien protégé et pour cause, c'est ce qui fait tenir la plateforme debout, tu vois, parce qu'encore une fois, l'économie, si le temps, c'est de l'argent, alors l'argent, c'est du temps. Aujourd'hui, les gens, ils se battent, enfin, les plateformes se battent pour l'économie de l'attention. Donc, comment ils font ça? Normalement, te proposant des trucs qui te font rester sur la plateforme de manière à générer des vues et donc des pubs. Donc, ça aurait pas de sens de proposer des trucs qui sont éclatés, mais le fait est qu'aujourd'hui, tu as des trucs, tu te demandes comment ça arrivé là pour toi. Qu'est-ce qui a fait que l'algorithme me propose ce truc-là à ce moment-là? Alors, j'ai chopé quelques petites baselines des différentes plateformes. Comment ça se fait, comment ils utilisent les recommandations qui reposent la plupart du temps sur justement des signaux comportementaux. Sur YouTube, par exemple, la page d'aide, elle indique que la personnalisation s'appuie sur des signaux comme l'historique de visionnage et de recherche, les abonnements évidemment, les likes et les dislikes, les retours que tu as pu faire en disant « je suis pas intéressé par cette vidéo, je suis pas intéressé par cette chaîne ». Et il y a même des enquêtes de satisfaction apparemment. Oui, Et, alors j'en ai vu de temps en temps, mais c'est surtout sur les pubs que je vois ça. Moi, j'ai déjà vu même YouTube qui te dit est-ce que cette proposition de vidéo, elle a été bien ou pas? Ouais. C'est très rare, mais j'ai Généralement, déjà c'est dans vu les popper ce truc-là. playlists, je crois. Ok. Quand tu lances un truc et il te le Ouais. lance en mode En playlist. tout cas, j'ai déjà vu popper un espèce de mini-enquête ou en une question qui dit est-ce que vous avez trouvé ce truc-là utile? Est-ce que cette vidéo vous a plu? Est-ce qu'on a bien targeté votre truc? Après, attention, un truc, je vais enfoncer une porte ouverte, tout le monde est au courant, mais aujourd'hui, YouTube, c'est Google, et Google, c'est avant tout un fournisseur de pubs. C'est un advertiser. Donc aujourd'hui, quand vous connectez votre compte Google, ou même sans le connecter, d'ailleurs, que vous utilisez les services Google, que ce soit le moteur de recherche, YouTube ou autre, Gmail, pourquoi pas, ils ont des données sur vous. Ces données, ils vont pas s'en servir uniquement pour YouTube. Je veux dire par là que si un jour par hasard tu cherches des infos sur la nouvelle 6090 qui vient de sortir chez Nvidia, bah si tu retournes sur YouTube et que tu as les tests qui s'affichent en page d'accueil, c'est peut-être parce qu'il y a un moment, il y a un mec qui l'a cherché. Il y avait ça me rappelle une anecdote, pardon, il y avait un mec qui commençait à essayer de tricher sur l'algorithme, mais ouvertement, qui dit je vais faire en sorte que cette vidéo affiche tel type de pub, etc. Et commençait à parler de voitures de luxe, de Rolex et tout, et avec les pubs, c'était que des trucs comme ça. J'en ai même vu un qui commençait à parler de chiottes, et il y a eu vraiment une pub pour des toilettes qui est apparue sur le truc. Vraiment, genre, comme si l'algorithme, il savait par la vidéo quel public était susceptible de la regarder, et donc quel profil, quel persona il serait susceptible d'avoir, et donc les produits qu'il serait en capacité d'acquérir. Pardon. Bah, c'est comme la fameuse anecdote, tu sais, qu'on a tous entendu déjà, où tu es dans une pièce, tu parles avec quelqu'un, et tu dis, tiens, on va faire tel truc et machin, et tu arrives sur Amazon, et pouf. Et il y a pouf, le produit dont tu as parlé, est le déjà jeu de arrivé. société que déjà tu as là, parlé. Ouais. voilà, donc tu as ce genre de choses-là aussi. Sur TikTok, ils disent que le système de recommandation du fil For You, qui est le premier quand tu ouvres l'application, utilise notamment les interactions, donc les likes, les partages, les commentaires, les abonnements, les contenus créés. Ils utilisent aussi des informations sur la vidéo, donc la légende, le son, les hashtags, et des paramètres aussi, donc l'appareil, le compte, la langue, le pays et le type d'appareil, que ce soit une télé ou un téléphone par exemple. Et c'est marrant parce que moi, je sais que maintenant, pour me mettre à TikTok, un des hashtags que je vois beaucoup popper, que j'utilise moi-même des fois à tort, c'est le hashtag For You. Il y a beaucoup For You, FY et tout ça, est beaucoup mis en amont parce que je pense que ça, en tout cas, ça donne une pièce en plus dans la machine
pour espérer remonter dans le For You de quelqu'un. Et l'algorithme de TikTok, il te suce un nombre de métadonnées de toi, ton appareil et tout, t'as pas idée. C'est ça qui rendait... La liste est dingue. Tu te rappelles quand c'était sorti au départ, les gens étaient vachement en mode c'est du contenu complotiste, etc. Mais c'est qu'en fait, l'algorithme, il est très très optimisé pour te proposer des trucs qui semblent être en adéquation avec ce que tu aimes. Donc en fait, t'as pas que ça, mais un truc à la con. Il va, comme sur Insta, te proposer des trucs sur lesquels t'as même pas liké, t'as pas enregistré le post, parce que tu peux aussi enregistrer le post, juste t'as passé du temps. Peut-être tu l'as regardé en entier. Si tu l'as regardé en entier, c'est que potentiellement t'étais intrigué. Peut-être que t'as aimé, ou peut-être que t'étais énervé au point de vouloir regarder le truc jusqu'à la bout, jusqu'à la fin, etc. Parfois, il y a des signaux faibles. Ouais, c'est ça, il y a un effet boule de neige qui arrive de par des vidéos qui te sont recommandées, peu importe la plateforme, où tu te dis, bon, je comprends pas, c'est quoi ce truc-là? Et en fait, il va croire que du coup, tu aimes, et en fait, pas du tout, mais il va quand même te le proposer. C'est ça. Parce que l'un des premiers objectifs de l'algorithme, c'est de t'enfermer dans ce qu'ils appellent la bulle de filtre. Exactement. Et en gros, il y a un journaliste américain qui a fait un test et il parle d'une bulle de filtre en 48 heures. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, il a créé un faux profil et il a commencé à liker des posts de dessins et de chats, des trucs très, très, très innocents. Et tout d'un coup, il a commencé à cliquer sur des articles orientés, sur des choses politiques ou des trucs comme ça. En 48 heures, l'algorithme, il a renouvelé tout son fil pour l'enfermer dans une vision un peu ultra radicale du monde. Mais c'est dingue. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, ce genre de contenus qui te sont un peu proposés sur les plateformes par ces biais-là vont faire en sorte de modifier ta perception de toi, de l'environnement, de la politique, du climat, etc. Donc, il y a d'autres aspects, pas forcément sur le divertissement, mais sur lesquels les plateformes elles ont une responsabilité. Non, mais parce qu'un des ingrédients aussi, c'est ce qu'on dit toujours, de faire du contenu clivant. Et d'ailleurs, nous, les youtubeurs, en tout cas, pour notre partie à nous, ce qu'on peut remonter, et d'ailleurs, je vois beaucoup de gens, créateurs de contenu, qui en parlent dans les réseaux. Ils disent, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu une libération au niveau des titres, notamment, parce que le titre, il y a toujours, c'est toujours un phénomène qui oppose un petit peu les viewers et les créateurs avec le fameux putaclic. Mais en fait, nous, aujourd'hui, on a une arme imparable à renvoyer en argumentaire à nos viewers. C'est de dire, tu sais, maintenant, YouTube propose l'A/B testing. Ça veut dire qu'en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que nous, on propose 3 titres différents. Ouais. Et généralement, je sais que moi, je fais partie de ces gens-là qui essayent de mettre un titre un peu plus modéré, un peu plus neutre. Et en fait, ils gagnent jamais ce titre. C'est le titre le plus... Ça donne pas envie. J'en ai une, par exemple, vidéo. Là, je peux t'en donner un exemple concret. Un test de smartphone que j'ai fait, qui est un smartphone qui vaut genre 450 balles. Et un des titres que j'avais mis à contre-cœur, mais qui m'avait été un peu recommandé par de l'IA, par exemple, c'est genre garde tes 1000 €, ce téléphone les humilie tous. Alors qu'en vrai, le téléphone, il est bien, hein, mais jamais il va humilier tu vois, un iPhone ou un Galaxy S Ultra ou n'importe quel très haut de gamme, pour citer d'autres marques, Xiaomi, Oppo, qui tu veux. Mais malheureusement, tu sais, tu le mets et dans ta tête, tu le mets, tu dis putain, j'espère que c'est pas ce que ça titre passe pas. Il va pas passer. Et à chaque fois, c'est le titre ou la miniature que j'ai pas voulu faire gagner qui l'emporte parce que je trouve que ça va un peu à l'encontre de ce que moi j'aurais voulu. Et le problème, c'est que, tu vois, par exemple, je te parle de cette vidéo-là, mais pour enfoncer le clou, c'est une vidéo aujourd'hui d'un test d'un smartphone d'une marque. Je ne vais pas citer la marque, voilà, parce qu'il faut pouvoir manger, il faut pouvoir signer des sponsors. Mais entre guillemets, pour une marque qui, honnêtement, sans vouloir lui faire offense, c'est pas forcément une marque qui a pignon sur rue. C'est pas une marque, tu te dis, je vais acheter un smartphone, tu penses tout de suite, si je te donne, je te dis, achète un smartphone, je suis quasiment sûr, sur 4 ou 5 marques, tu la sors pas. Et pourtant, c'est une vidéo qui fait 20 000 vues, je crois. Moi, j'utilise pas mal LinkedIn puisque c'est un réseau professionnel sur lequel j'ai pas mal de connaissances qui partagent des trucs, des articles, etc. Et LinkedIn, je sais qu'il y a une certaine liste de trucs qu'il aime bien. Les posts avec des petits emojis en début de phrase. Les trucs 100% générés par IA. 100% par IA, avec 3 petits points où tu sais, t'as un message, t'as pas de titre sur les posts, mais t'as un truc un peu putaclic, genre tu payes ton outil de détection et de réponse 300 000 €, 3 petits points, alors que cet outil open source le fait mieux. Où tu gâches l'argent de ta boîte. Ouais, ils ont fait un hook TikTok sur LinkedIn. Mais c'est exactement ça. En fait, là maintenant, t'es dans ce truc-là, avec les formats, avec des tirets, machin. Oh, tu veux avoir ma méthode, tape méthode en commentaire et je te la livre, machin. Pareil, les likes, il aime bien, mais ce qu'il préfère, c'est à la fois les commentaires qui génèrent où les gens se taguent les uns les autres.
Tu peux enregistrer les posts sur LinkedIn. Ça, c'est quand tu enregistres ton post, c'est la masterclass parce que l'algorithme se dit wouh, lui, il a tellement kiffé le post qu'il va l'enregistrer pour le garder pour plus tard. Instagram, c'est pareil. C'est ça. Et les posts avec des images, typiquement, je sais pas pourquoi, moi, quand j'avais quitté ma boîte précédente et celle d'avant, les 2 posts que j'ai fait, je publie pas énormément. Genre, je dois faire peut-être un post tous les. Je sais pas, là, je suis un peu moins régulier, mais peut-être tous les 2 mois, un truc comme ça. C'est des posts, alors que je publie quasiment jamais. J'ai eu 200 likes sur les posts, tu vois. Alors que juste, je disais, je remercie mon taf précédent, je vais dans le nouveau taf et je faisais un petit peu un état des lieux de ce que j'avais fait, tu vois. Je pense que parce que moi aussi, j'essaie de percer un peu sur LinkedIn. C'est un réseau. Non, mais c'est un réseau que je me dis, tu vois, qui a une puissance qu'on sous-estime beaucoup. Ouais. Le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, c'est la plateforme la plus IAisée du monde. Ouais, non, vraiment, c'est terrible. Les gens veulent juste se saucer dessus, c'est terrible. Mais je pense que les gens, ils veulent tous percer sur LinkedIn, mais que du coup, il n'y a plus personne qui n'a envie. Il n'y a aucun humain. Non, mais il n'y a plus personne. Voilà, exactement. Les humains, ils lisent, mais en fait, tu as une espèce de vieille bulle de cons qui se crée, de gens qui like pour s'aider les uns et les autres, pour s'enrichir un peu de leur. J'ai l'impression que c'est le vieux Instagram, où tu sais, t'es en mode allez, like et je like derrière. C'est exactement ça. Ça s'est boomerisé LinkedIn, mais d'une force, au point qu'en fait tous les posts se ressemblent, ils ont tous la même DA, tous la même... C'est triste, mais je pense qu'en vrai, c'est un truc où tout le monde rêve un peu de percer un peu dedans, mais que plus personne n'a envie d'écrire un vrai truc. Ça fait chier tout le monde de poster dessus, mais ils se disent, c'est le truc qu'il faut que je fasse péter, parce que si je recherche une nouvelle opportunité de taf, je pense qu'il y a vraiment le côté derrière très, très opportuniste. En vrai, les gens, ils postent pour se dire, putain, mais parce que le jour où je veux me barrer de ma boîte... Mais alors, oui, mais tout à fait, mais même pas je veux me barrer de ma boîte. T'es freelance, tu veux trouver des missions, t'enrichis l'algorithme, tu fais un petit taf, 3 mois. 3 mois, tu publies tous les jours, voire tous les 2 jours, généré par IA. Tu sais, tous les mecs qui publient sur LinkedIn, j'ai vu des chiffres de gens que je connais qui se sont mis à publier un peu régulièrement pour booster l'algorithme et pour s'aider à trouver des missions. Mais mec, des fois 55 000% de vues sur les trucs en un mois. Genre, la méthode, elle est simple. Tu partages des trucs gratuitement, des ressources type j'ai fait ma tier list des outils de réponse à incidents, je vous la partage gratuitement en PDF, etc. Ça, l'algorithme, mon pote, il kiffe sa mère. Tu partages des outils open source. Oh, tu fais ça, machin, c'est hyper simple à installer, ça tourne sur un Raspberry Pi. L'algorithme, il kiffe ça. Tu fais ça pendant 1 mois, 2 mois. On les voit, tous les mecs en cyber qui font ça. Oui, je vous regarde. Vous. Ouais, on a plein. On les voit tous parce que c'est des posts de cons pour se faire mousser. Pour augmenter sa visibilité, il faut être régulier. C'est des posts générés pareil. Encore une fois, l'outil, tu t'en es jamais servi. On s'en fout. Les gens, ils vont enregistrer ton truc, ils vont commenter pour que tu leur envoies le truc. Même tu leur envoies, ils vont jamais le lire. L'algorithme, il kiffe. Et ça te fait booster tes vues du jour au lendemain en étant un poil régulier et en véhiculant des infos que personne ne va utiliser. Et du coup, pour répondre à ta question, moi, je comprends qu'en fait, tu aies eu 200 likes sur ton post où tu dis « j'ai quitté mon taf, merci, machin ». Parce que je pense que les gens, ils sont tellement contents de voir un post qui n'est pas IA qu'ils se disent vas-y, les gens, ils ont envie de lâcher, outre le fait que tu as quand même des connaissances. Et puis il y a le côté aussi transitionnel. Les gens, c'est un peu l'opportunité des gens qui te disent les gens sont un peu contents. Bien sûr, ouais. Moi aussi, mon post, je crois, le plus liké, c'est quand je quitte mon taf pour me lancer dans l'aventure tout seul. C'est un truc, j'ai eu 63 likes ou un truc comme ça que j'ai jamais eu après, tu vois. Donc, LinkedIn, c'est vraiment devenu, je trouve, si on veut analyser un truc qui a été déshumanisé à mort et où vraiment l'opportunisme, et je devrais pas dire ça parce que j'ai envie de percer sur LinkedIn, mais honnêtement, je me comporte moi-même mal, tu vois, dessus. Et ben, je comprends. Et en fait, mais je suis certain que, en fait, passer l'étape de mettre sa pudeur de côté et de dire, je vais utiliser les méthodes que je sais qui fonctionnent avec l'algorithme, en fait, tu vas percer parce que l'algorithme, on sait ce qui fonctionne aujourd'hui avec. Tu vois, typiquement, tu avais les nouveautés sur Claude Mythos, le fou, il s'est évadé de sa sandbox, il a envoyé un mail à son chercheur pour lui dire, coucou, je suis sorti de l'endroit où tu m'avais mis alors que j'avais pas le droit, etc. Nanana. Ça, tu peux t'assurer que vu que c'est de l'actualité et vu que c'est un peu sensationnel, regardez Lilia, elle fait des trucs de fou, machin, ça cartonne sa mère. Donc, tu vas voir 8000 fois le même post généré de manière différente juste pour générer des interactions, être le premier à envoyer l'info. En fait, c'est un peu ce que tu as aujourd'hui avec les infos des médias traditionnels, juste de manière amplifiée par cette notion de je veux être le premier sur l'info. Mais je pense qu'il ne faut pas regarder ce qu'il y a sous la carrosserie parce que je ne serais même pas étonné du nombre de bots aussi. Moi, j'ai une vague de faux profils qui t'ajoutent où tu sens à 10 000 km que derrière, c'est un profil fake, qu'il n'y a personne derrière en fait. Et je pense que vraiment là, LinkedIn, c'est vraiment aujourd'hui une vitrine pour Microsoft. Juste vraiment voir, on a le Facebook de l'entreprise, on a le truc machin, mais que derrière, il n'y a même pas un vrai suivi de ouf. Hein. LinkedIn, je trouve aujourd'hui, c'est le Insta fitness
Je sais pas si tu vas dire, dans le côté faux. Je me montre, je suis pas comme ça dans la vraie vie, mais tout est travaillé pour faire genre que je suis comme ça, que je mange ça, que je vais à ça. Oui, encore une fois, parce que je pense mais que adapté au costard-cravate. Ouais, je pense que les gens, en fait, c'est dans l'idée de se dire, demain, si je me mets en open to work, il faut que j'ai 150 opportunités pour avoir le taf de il faut que j'ai l'air important, ouais, c'est ça. LinkedIn, c'est comme les autres réseaux sociaux, hein, c'est aussi vachement guidé par les recommandations. Il y a énormément de recos, et puis limite, tu vois plus les recos que les personnes qui sont vraiment dans ton profil. Déjà, ils ont des leaders aussi, genre les Top Voice. Moi, je connaissais pas du tout. J'ai découvert ça. Voilà, hein, c'est les leaders, c'est les créateurs stars de LinkedIn. Et en plus, il a commencé à me proposer, moi, dans les notifs, des trucs de gens que je connaissais pas. Ah, vous pouvez suivre telle personne qui a tel poste. Bon, je m'en fous. Ah, tel mec fait tel événement. Je m'en fous, tu sais. Puis à chaque fois, je clique, je dis non, mais ça m'intéresse pas, tu vois. Je veux avoir des nouvelles de mon réseau, pas du réseau des autres. Pour revenir sur YouTube, il y a une petite stat qui a été signée par Neil Mohan qui indique qu'environ 70% du temps passé à regarder YouTube est guidé par les recommandations. Putain, 80%. 80%, et ça a été publié en 2018. Ah! Donc ça a pas mal évolué, et pour Netflix, c'est une étude qui a été apportée par News America qui avance que 80% des heures streamées proviendraient du système de recommandation. Sachant que pour revenir un petit peu sur Netflix, ils ont aussi un centre d'aide qui explique comment fonctionnent les recommandations, et ils estiment la probabilité d'aimer un titre à partir de l'historique de visionnage, donc ce que tu as déjà vu, des évaluations des membres aux goûts similaires, donc dans ta famille par exemple, et des informations sur le genre, les acteurs, etc. que tu as bien aimé. Et il y a un truc par contre que Netflix met un point d'honneur à ne pas faire, c'est le système qui n'utiliserait pas de données démographiques comme l'âge ou le genre dans la décision des recommandations. Ce qui change un petit peu de ce que font TikTok et autres. Bah, en vrai, ça a du sens parce que eux, leur plateforme, effectivement, il y a du contenu qui n'est pas censé être consommé à un certain âge, mais déjà qui l'a activé, qui a mis des trucs de contrôle parental sur Netflix, etc. Je crois que maintenant c'est obligatoire. Ils l'ont passé là. Ouais, enfin c'est obligatoire, c'est pas pour autant que les gens ils le font. Hein. Si tu vas sur le compte de maman, tu vas sur le compte de maman. Oui, tu crées un profil, tu dis pas que t'es mineur, bah tu dis pas que t'es mineur. Oui, ils proposent l'option, c'est pas pour autant qu'elle est configurée, c'est ce que je voulais dire. Et d'un autre côté, effectivement, pour moi, les gens maintenant, avec la facilité d'accès à l'info, regardent du contenu de plus en plus mature, de plus en plus tôt. Donc effectivement, ça aurait du sens de pas faire en sorte de mettre ces critères d'âge ou de lieu, puisque en plus, je veux dire, le catalogue, oui, tu as des exclus à certains endroits, mais globalement, il y a des pays majeurs de l'influence, je veux dire le Japon pour les mangas et les États-Unis pour le contenu un peu série fast-food, je vais appeler ça comme ça, qui font que c'est consommé partout en fin de compte. Je voulais revenir sur un petit point avec vous pour s'éloigner un petit peu du côté algorithme, intelligence artificielle, etc. Pour aborder un autre sujet qui, à mon sens, l'englobe énormément et ça existe depuis très longtemps. C'est le côté design d'interface. Parce que c'est un pouvoir un peu invisible qu'on voit pas et pourtant qui est essentiel dans la gestion comportementale un petit peu des interfaces. Et pour moi, ce qui compte, c'est vraiment comment c'est présenté, finalement. Il y a un truc très, très bête, mais le design aujourd'hui, il te demande plus tu veux regarder quoi, il te dit précisément regarde ça. Oui, bien sûr. Et ça joue une différence drastique, notamment sur le lever de barrière des frictions, sur optimiser vachement le flow d'utilisation d'une application où en fait tu sais que tu vas être guidé en permanence sur le parcours. Et puis même aujourd'hui, le scroll infini, il est là pour une raison, te garder, te capturer dans ce que tu vas regarder, dans l'attention. Et c'est, d'un point de vue de design, c'est brillant parce que tu lances l'application et t'y restes sans vraiment contrôler finalement ce que tu fais, quoi. Pour les gens qui sont pas forcément des gros technophiles mais qui veulent comprendre un petit peu à quoi pourrait ressembler ce genre de choses de manière très physique et très concrète, je trouve que par exemple Ikea, les boutiques, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu rentres par un point et ils font en sorte que tu fais tout le magasin avant de pouvoir arriver aux caisses ou sortir pour que t'aies vraiment eu, pour que eux ils aient eu la chance de se dire on va réussir à lui faire soit acheter quelque chose, soit il va acheter quelque chose pour lequel il n'était pas venu à la base. Et je trouve que ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que l'Ikea, tu fais la démarche d'y aller. Là, vraiment, l'application, dès que tu cliques, déjà nerveusement, enfin, par habitude, tu cliques sur l'icône Instagram pour la plupart des accros. Et dès que tu arrives dessus, tu as les stories des gens, de préférence des gens que tu suis de manière... c'est pas forcément les stories les plus récentes, ça va être les gens que tu suis peut-être un peu par voyeurisme ou quoi. Et la première chose que tu vois en général, c'est une vidéo. C'est le hook, en fait. C'est vraiment la vidéo qui capte ton attention. Exactement. T'as pas le son, mais par contre, c'est un truc en mode... En général, moi, ce que j'ai, c'est des réels avec un petit titre en mode nanana, il a fait ça...
alors que genre c'était pas possible, machin, c'est des trucs de voiture en général. Et en fait, par réflexe, je me dis, oh bah c'est cool, je vais regarder, tu cliques, et hop, t'es arrivé, t'as cliqué, il t'a chopé, et maintenant une fois qu'il t'a, il garde parce que en fait t'es rentré dans le mode, je suis sur Insta, je suis sur mon interface de scroll et je vais scroller. Et je vais scroller à l'infini, puisqu'aujourd'hui, les interfaces, une fois qu'elles tombent, il n'y a plus besoin de changer de page, de faire l'effort conscient de trucs. Tu vas être alimenté en permanence, tu vas être abreuvé. C'est la corne d'abondance du contenu à chier. Mais tu as été chopé, on t'a eu, t'es dans le filet. Ouais, pour résumer, j'ai fait un petit peu en 3 points. Avant, tu choisissais un film, tu allais le chercher et tu décidais. Oui. Aujourd'hui, le contenu, il est déjà lancé. La prochaine vidéo est prête à être consommée. Et t'as aucun temps mort. Et c'est ça qui est ultra fort dans la manière d'aborder les choses. Et on peut même aller plus loin que ça. Toi, admettons, t'as pas regardé un truc sur Insta et tout. Oh, tu reçois une notif, il y a un pote, il m'a envoyé un réel marrant parce qu'il a pensé que ça allait me faire rire. Ouais, merci, tu m'as fait cliquer dessus, c'est trop marrant. Je te réponds un petit message, mais je suis déjà dans l'appli, donc je continue à scroller. Et tu continues. Et même toi qui était en train de faire d'autres choses, t'es happé par le premier, et en fait, tu vas continuer. Et ça a aussi lancé un autre truc sur des plateformes, notamment TikTok a vachement influencé ça, c'est l'autoplay. Dès que tu as terminé une vidéo sur Netflix, ça enchaîne aussi. Il y a ce côté binge-watching aussi qu'ils ont lancé, il y a Netflix il y a quelques temps maintenant. Et YouTube, je sais pas si tu as vu, mais depuis genre 2 semaines, moi j'ai une vidéo en bas à droite, 30 secondes avant que la vidéo se termine, juste après. Exactement. Juste après, attends pas la fin du truc. Tu te dis maintenant, attends, la vidéo elle est pas finie, mon ref, laisse-moi terminer le truc tranquille. Oui, ça a l'air très bien, mais. Genre, et laisse-moi le temps juste de terminer. Il n'y a pas de truc pour faire mal. En plus, tu vas regarder. Hein. Ça enchaîne. Vraiment, faut rester. Hein. Mais c'est pour ça que je trouve que le design, il est vraiment plus juste esthétique ou fonctionnel. C'est vraiment devenu ultra stratégique, limite même comportemental. Et le fait de capter ton attention, la prolonger et du coup maintenant la monétiser, c'est hyper important. Et puis là, on parle en termes d'algorithmes sur des sites, mais ça existe depuis très longtemps. Enfin, le parcours des yeux sur un journal, ça a toujours été étudié. Donc, c'est exactement ce qu'applique le concept de captologie. Ouais. Et le design, il est vraiment pensé comme ça pour influencer ton comportement. Et c'est pour ça, aujourd'hui, quand je regarde des plateformes comme Netflix, on est tellement abreuvé de contenu qu'effectivement, il faut que l'algorithme fonctionne. Il faut qu'il y en ait un, on est obligé parce que il y en a, je sais pas, il y a combien de titres sur un Netflix par exemple, mais aujourd'hui, tu te dis, je veux regarder un film, tu lances la plateforme, tu sais pas quoi regarder. Il y en a tellement, et moi, ça m'est arrivé combien de fois de scroller. T'as tellement de choix, t'es un peu perdu dans tout ça. Perdu. Donc, effectivement, tu te fais ta liste, sauf que ta liste, elle est tout en bas des recommandations, de tout ce qui est proposé, des nouveautés. Donc, tu vois tellement de choses qu'au final, 30 minutes plus tard, tu sais toujours pas quoi regarder parce que tu as vu plein de choses différentes. Donc, effectivement, dans ce scénario-là, c'est important. Et moi, je fais un petit truc aussi pour lutter entre guillemets avec des grosses guillemets contre ça, parce que avant on se déplaçait, on se disait je veux aller voir le nouveau film Mario Galaxy, tu te déplaçais pour aller le voir. Aujourd'hui il te l'est proposé sur les plateformes, donc tu as perdu le fait de décider d'une certaine manière ce que tu vas regarder. Qui a été retirée, ouais. Exactement, il y a des barrières qui ont été levées. Et c'est pour ça que d'une certaine manière, moi je vais un peu essayer de faire le vieux con, de dire je vais aujourd'hui, ce soir, je vais acheter un film et dire celui-là, je veux regarder celui-là précisément ce soir. Et pourtant, à côté de ça, j'adore aller sur Netflix, regarder des trucs qui me sont proposés. Et généralement, il y a des trucs bien. Mais c'est vrai que je sens que il y a souvent ce côté, je me perds tellement il y a de contenu. Et c'est exactement ce qu'on vit aussi sur YouTube. Il y a tellement de nouveaux créateurs qu'ils sont obligés à un moment de faire un filtre qui peut être frustrant parfois dans la dimension créateur par exemple, parce que tes vidéos sont pas poussées et d'autres sont mises en avant, et tu peux mettre un petit peu d'injustice là-dedans en disant oui mais bon c'est pas suffisamment machin, donc il y a beaucoup de comparatifs qui sont faits, mais au bout d'un moment c'est des suggestions, c'est aussi les avis des gens, le retour, etc. Donc, Et ce que tu viens de dire là, typiquement pour la boucle d'un utilisateur normal, ça a un nom, ça s'appelle la boucle d'optimisation continue. En fait c'est une rétroaction algorithmique. En fait un utilisateur, qu'est-ce que l'algorithme va voir quand quelqu'un va cliquer et va scroller sur une plateforme? Il va faire un cycle qui se décompose en 5 étapes. C'est observation, prédiction, recommandation, réaction et ajustement. C'est-à-dire que l'algorithme, il va regarder comment tu te comportes, il va prédire ton prochain comportement. Donc, il va te proposer, ce que vous voyez, c'est des vidéos, il va dire, j'estime à 80% de chances qu'il clique là-dessus parce qu'elle est positionnée ici, parce qu'il a regardé ça, parce qu'il est resté tel temps sur tel truc, etc. Donc, ça, il l'a prédit, il te l'affiche, donc il te recommande ce truc-là où tu es le plus susceptible de cliquer. Tu cliques très bien, il a eu raison, il va continuer comme ça. Tu cliques pas sur cette cible, mais tu cliques en dessous, donc c'est ta réaction. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire de l'ajustement, donc en fonction des données que tu lui as fournies
tacitement ton hésitation, le fait que tu aies juste passé ta souris dessus, que tu aies une micro-hésitation sur passer ton truc du dessus. Ah, cette info m'a fait dire que nanana, j'en déduis tel truc. Je m'ajuste et je réobserve à la séquence suivante et on repart sur un cycle de observation, prédiction, recommandation, réaction et ajustement. Et pour info, ça, c'était déjà documenté en 2018. On peut parler de libre arbitre dans ce scénario-là, où ça va être vraiment est-ce que tu as envie de faire autrement ou est-ce qu'il y a une sorte d'autodétermination de dire je vais lutter un petit peu contre ça. Vous vous sentez dans quel point de bascule? Est-ce que vous sentez que le libre arbitre, en gros, ça n'a pas vraiment existé et qu'on va essayer de se laisser guider d'une certaine manière parce que c'est comme ça qu'on vit actuellement? Ou alors au contraire, vous êtes en mode plus non, je pense qu'il faut lutter contre ça parce que les recommandations, c'est ok, certes, c'est chouette sur certains moments, mais en même temps, j'ai quand même envie de regarder mes propres trucs. Vous vous situez comment là-dedans, sur cette histoire de libre arbitre de manière générale vis-à-vis des plateformes? Moi, je dirais qu'il y a un truc qu'il faut mettre à côté de ta question. Il y a un élément qui entre en ligne de compte, qui est insidieux et qu'on ne se rend pas compte, c'est l'addiction. Ouais. Et moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, des fois, juste pour traverser une pièce, j'ai mes écouteurs et je suis quand même en train d'écouter un truc ou regarder une vidéo, mais c'est surtout écouter. On a déjà fait un épisode là-dessus où on a de plus en plus de mal à se retrouver dans le silence complet ou face à nos pensées. Et je trouve que ça fait lien avec ce que tu racontes du libre arbitre. C'est-à-dire que au début, tu vas peut-être avoir l'impression d'avoir ton libre arbitre parce que tu vas aller chercher des choses par toi-même. Et d'ailleurs, il y a un sujet, je trouve, sur lequel je voulais un peu revenir, qui est en lien avec ce que tu es en train de dire. C'est que je trouve qu'il y a quand même encore des plateformes, et c'est lié un peu avec le design dont tu parlais, le design de l'interface et aussi les algorithmes. J'ai souvent des gens, quand on parle avec des gens qui ne sont pas des gros consommateurs de YouTube, qui sont plutôt des consommateurs de soit de vidéos, soit de plateformes. Moi, je connais quelqu'un avec qui j'échange là-dessus, qui est intéressant, qui est vraiment un mec un peu à l'ancienne. Tu vois, par exemple, lui, sa plateforme principale, c'est Facebook, pour vous donner un peu le level du gars. Et en fait, j'ai l'impression que il me disait un truc, et qui n'est pas du tout lié au podcast qu'on prépare ce soir, mais du coup, ça résonne chez moi. Il disait, quand je suis sur Facebook, et pour moi, c'est pareil un peu sur Netflix, sauf quand tu fais l'acte de dire je vais regarder tel truc. Mais souvent, tu as ce qu'on appelle un truc qui a été théorisé par quelqu'un qui s'appelle Gaspard Koenig, qui est le suicide cognitif. C'est-à-dire que quand tu ouvres, l'interface, c'est tellement le plan de Las Vegas que limite, ça t'incite pas à aller chercher un truc, mais tu vois tout ce qu'il y a et tu dis ok, flemme, confort, je prends le truc par confort. Tiens, il y a une jaquette qui sort un peu plus du lot. Un peu comme les miniatures, d'ailleurs. Nous, on a des tests il y a des plugins qui te permettent de tester ta miniature sur un flot de miniatures pour voir comment elle ressort par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'il suffit que ta jaquette de ton fil Netflix elle soit un peu plus attrayante, tu dis, et que le sujet, bien sûr, t'intéresse, tu dis, ah bah tiens, je vais regarder ça, j'avais pas prévu de regarder ça, mais je regarde ça. Facebook, c'est un peu pareil. Lui, je sens qu'il consomme ça, mais plutôt genre, j'ouvre Facebook et je scrolle sur tous les posts qui me sont proposés, de la roco, des trucs que je suis, etc. Par contre, il me disait un truc intéressant, c'est que YouTube, et je pense que ça vient de l'histoire de YouTube, il y a encore cette démarche pour certaines personnes, grand public, on va dire, très grand public, qui disent « je cherche un tuto pour un truc ». Je cherche un test d'un produit. Par contre, oui. Tu vois, YouTube mais généralement, tu passes plus par Google que par YouTube pour le faire. Je sais pas, je serais pas aussi catégorique que toi, mais je veux bien te croire. Mais quoi qu'il en soit, tu sens qu'il y a certaines plateformes où il y a encore un peu une sensation de prise de conscience, de décision. On est dans la thématique, il y a la prise de décision. Là où certaines, elles sont vraiment plus designées pour se dire non, mais tout ce qu'on veut, nous, c'est qu'ils rentrent et qu'ils se perdent là-dedans. C'est même pas la prise de décision, pour moi, c'est dans la démarche. C'est-à-dire, tu es déjà parti avec un objectif. J'ai besoin de tel truc, je vais aller le chercher parce que j'en ai besoin avant. C'est pas juste, je vais me détendre. T'es pas rentré sur l'appli, ouais. C'est ça. Putain, je sais pas faire du mortier à placo. Comment on fait? Je vais regarder un tutoriel vidéo de mortier à placo. Mais tu vas tout de suite penser à YouTube. Oui. Parce alors que bizarrement, tu n'iras pas sur Insta ou Facebook de prime abord, tu vois. Non, mais... Et d'ailleurs, il y a un truc que je pense qui serait intéressant de se dire, c'est combien de fois on a utilisé la fonction rechercher sur une plateforme. Et je suis persuadé que, moi, perso, je suis quasiment sûr que YouTube arrive en tête des gens qui ont utilisé la fonction rechercher parce que YouTube a ce côté un petit peu Wikipédia, tu vois. Tu peux y aller pour t'y perdre, mais il y a aussi la notion de dire, bah tiens, j'ai envie de savoir faire un truc. Et YouTube est souvent la plateforme qui s'y prête le mieux parce que elle est née un peu de... Ça a fait partie de son ADN et de son histoire. Là où, par exemple, moi, limite Insta, si tu m'ouvres Insta, le truc recherché, je vais mettre un petit temps avant de l'identifier.
parce que c'est pas un réflexe pour moi. Insta, j'y vais, j'ouvre et je me fais mon suicide cognitif. Je prends ce qui vient et je regarde des trucs et je m'arrête. La plateforme n'a pas été designée pour ça. C'est aussi, mais je pense c'est aussi en sens où les gens ont toujours eu cette habitude de rechercher un sujet. Que ce soit à l'époque de Call of Duty, chercher des choses comme ça. Aujourd'hui, trouver des tutos bricolage. Mais je pense, par exemple, pour Insta, parce que c'est je pense une plateforme que je maîtrise un tout petit peu, c'est que je pense que c'est pas aussi non plus dans l'ADN historique de la plateforme. Bien parce sûr. Que à la base, même Insta, quand tu enlèves toutes les merdes qu'on a aujourd'hui et qui fait que ça ressemble presque plus à TikTok qu'à Insta. À l'époque, même quand tu ouvrais Insta, c'était pour voir les belles photos. C'était une galerie. C'était une galerie photo. C'était un Pinterest social. Donc, c'était rare que tu te dises, je vais aller chercher un truc en particulier. Mis à part un profil, en fait, tu ne peux pas vraiment faire de recherche sur Instagram. Tu peux rechercher des hashtags, mais tu ne peux pas rechercher un sujet. Voilà. Bricolage, tu peux pas. Mais là-dessus, tu peux te rappeler de la transition Snapchat, parce que Snapchat, c'est eux qui ont inventé les stories. Aujourd'hui, c'est terrible. La plateforme, elle a subi un downfall catastrophique. Mais pendant un moment, même les stories, t'en avais sur LinkedIn. Tout le monde en voulait parce qu'ils se sont dit, putain, c'est la nouvelle tendance. Il faut qu'on mette des stories. Bon, il y en a qui sont revenus en arrière et Dieu merci, heureusement qu'ils ont viré les stories de LinkedIn. Mais tu vois, ils se sont dit, ça n'a pas de sens de le mettre dessus. Là où, par exemple, les réels qui ont été chourés à TikTok se sont vachement bien intégrés. Ouais, mais parce qu'il y a aussi vachement de business. Bien sûr. De business. Oui, mais ils ont vachement forcé le truc. Et en vrai, ça pourrait faire sens. T'as les photos. Bon, d'ici à avoir de la vidéo, après l'arrêt de Vine, pourquoi pas, ça pourrait être. Il y a des gens, enfin, il y a un marché qui a été identifié, on va le récupérer, tu vois. Et c'est marrant, le prisme de l'algorithme, il peut être perçu par deux choses très différentes et à la fois négatif et positif. C'est-à-dire, si je te dis algorithme, potentiellement, t'as tout de suite un biais de négativité. Quand tu penses à ce mot-là, t'as ce truc manipulation et tout. Par contre, si je te dis trend, et là, tu dis, ah ouais, la trend, c'est ce que tout le monde adore. Il y a ce truc qui est très positif. Alors qu'en fait, une trend, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un truc qui a été tellement poussé que ça fait part intégrante d'un algorithme. En gros, souvent, tu vas pas faire ce choix de vouloir participer à une trend, mais soit parce que tu vas en entendre parler autour de toi, soit parce que même la plateforme va la pousser en disant ça c'est la trend du moment. T'as la ref ? Ouais, ou t'as la ref ou un truc comme ça. Mais pour répondre à ta question, parce que c'était le truc initial, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que de moins en moins, au fil du temps, mon libre arbitre intervient dans ce que je consomme et que petit à petit, mes dernières barrières, comme je te disais, moi je fais partie des mecs qui cliquent encore sur abonnement, mais je sens que c'est une part qui commence à décroître de plus en plus et que j'ouvre et souvent il y a un truc qui va me happer et je pense que ça aussi c'est vraiment, encore une fois, je trouve ce qui est très juste chez Gaspard Koenig, c'est vraiment le truc de dire j'allais pour faire un truc, mais j'ai été happé quand c'est bien fait par l'algorithme, par ce truc-là, qu'au final, je vais cliquer sur confort. Et ça m'arrive très souvent dans toutes les plateformes de VOD dont tu parles, Prime, Netflix, etc. Je sais pas trop quoi regarder. Je dis, j'ai ouvert et je dis, bon, je vais aller dans la section reportage parce que tu vois, tu vas être dans un mood, j'ai envie d'en savoir plus sur tous les criminels ou en ce moment, tu vois, les trucs des ovnis ou les trucs d'horreur ou les trucs, voilà. Et je vais aller dans des catégories, mais souvent, mon libre arbitre va s'arrêter à peu près là. Et toi, Rewan, ça donne quoi ? Moi, j'aimerais te dire que j'ai encore un peu le contrôle, mais le fait est que je me fais avoir sur des trucs et j'en ai conscience, tu vois. Je vais te donner des exemples à la con, mais très, très pragmatiques. Alors déjà, Insta, je l'ai eu relativement tard. Ouais. Tu vois, Insta, je crois que je l'ai installé en 2019. Pareil, si moi aussi, je l'ai tard. Ouais. À peu près. Parce que tout le monde y était. En fait, c'était la transition vers... en fait, c'était le downfall de Twitter. C'était un peu tous ces trucs-là. Et en fait, je me retrouvais sans moyen de communiquer avec mes potes, mis à part Snapchat qui commence aussi à tomber, et puis WhatsApp, etc. Mais tu n'avais plus le côté vraiment social, en fin de compte, des réseaux sociaux. Et donc, je me suis dit, je vais installer Insta et tout, alors que je suis quelqu'un de pudique, donc mes dernières publications Insta, ça doit remonter de pareil 2022, un truc comme ça. C'est plus les échanges, j'ai regardé ce que les autres font plutôt que... Et discuter, voilà, tous ces trucs-là. Mais effectivement, je l'ai installé relativement tard, et quand je l'ai installé, je suis tout de suite tombé dedans, en fin de compte, avec tout ce que tu dis, les scrolls infinis, les vidéos marrantes. Je suis un grand consommateur de mèmes. Voilà, c'est mon défaut, c'est ma petite. C'est ton petit truc à toi. C'est mon petit truc à moi, voilà, les conneries courtes en vidéo, les trucs incongrus, etc. Et à côté de ça, par contre, j'ai toujours été un consommateur de YouTube, tu vois. Et aujourd'hui, je me rends compte de plusieurs trucs. Un qui a évoqué Mathieu, c'est le fait que j'aime pas rester dans le silence. Je bosse, j'ai de la musique en fond. Des fois, j'ai un truc que j'écoute et je bosse en parallèle, ce qui est hyper mauvais parce que c'est pas
En fait, il y en a qui disent que ouais, machin, mais j'ai besoin de bruit pour me concentrer et tout. Non, c'est juste que ton cerveau, il a été habitué au chaos, en fait. J'ai pris un tétique de plus en plus. Et quand ça m'arrive, je pense à toi, je dis putain, quel enfoiré. Maintenant, ça m'est arrivé régulièrement de m'endormir avec mes écouteurs. Et bah ouais, bah ça, c'est un truc que je fais régulièrement. Ouais, mais c'est toi. Mais, je cherche pas, mec, c'est toi. Et il y a un autre biais, je vais en parler juste après, mais globalement, c'est un peu lié à ce que je te disais, c'est que le fait que maintenant, quand le soir, tu sais, je suis en train de... Alors, j'essaie d'éviter de scroller. J'ai pas le scrolling infini le soir. Paradoxalement, en fait, quand je suis dans le lit, j'ai un peu un espèce de sanctuaire qui se met en place où je mets des écouteurs, j'ai de la musique lo-fi, je lis un livre, ou des fois même je me force à me mettre dans le silence, etc. Par contre, avant d'aller dormir, je mets mes écouteurs et je m'écoute un truc pour me bercer. Au moment où je me rends compte que je m'endors, je les retire, tu vois. Moi, c'est une vidéo longue. C'est une connerie. Ouais, mais c'est pareil. Mais je pense que c'est aussi le FOMO, moi. Et c'est ce que je disais. Alors moi, c'est pas du tout le FOMO parce que des fois même, en fait, c'est un truc à la con, mais je peux pas mettre des vidéos qui m'intéressent quand je m'endors parce que ça me maintient éveillé. Oui. Il faut que je mette une vidéo que j'ai déjà vue. Donc si je l'ai déjà vue, je connais. Donc ou dont le sujet te touche pas. Voilà. Ouais, ça c'est juste chiant. Mais vraiment des vidéos qui m'intéressent, mais que j'ai déjà écoutées. Et que du coup, je peux me permettre de m'endormir dessus parce que j'ai pas l'impression de louper un truc. Mais faites pas ça, ça nique les oreilles. Faites pas ça, ça nique les oreilles. Je sais que quand je me réveille, parce que je sais que je sens mes écouteurs, ça me défonce les oreilles de dire putain, faut que je les enlève. Mais j'ai acheté des écouteurs spécialement pour que je puisse me mettre en plus sur l'oreille. Tu vois. Non, mais je refuse. Voilà, mais... Je refuse. Et c'est une connerie parce que pareil, tu niques ton sommeil parce que tu vas commencer à t'endormir et hop, tu dis attends, je m'endors, je vais retirer mes écouteurs. Donc là, t'as un mouvement et tout. Et donc tu viens de niquer ta phase d'endormissement. C'est super con. Donc ça, c'était la partie, par exemple, pour le taf. Et je me rends de plus en plus compte que, tu sais, j'ai mis une limite sur Insta. Je m'autorise une demi-heure de Insta. Ça m'arrive machinalement. Quand le warning il apparaît, 5 minutes. 5 minutes, je suis là, j'ai rien à faire. Je fais 5 minutes. Et c'est fou parce qu'ils ont mis la fonctionnalité pour faire en sorte de te sortir de l'application. Et tu crées le réflexe de la bypasser, en fait. Alors qu'elle est là, le truc. Donc, il faudrait des moyens beaucoup plus énervés. Toi, je sais, c'est ce que tu fais avec tes modes sur l'iPhone qui te présentent vraiment tes trucs pour bosser, etc. Qui t'empêchent de t'émettre la micro-possibilité d'ouvrir des réseaux sociaux ou toute autre chose qui pourrait te divertir. C'est le mode concentration, c'est ça hein. C'est les différents modes de concentration, mais comme tu le disais, il y a aussi moyen de le bypass. C'est que tu vas dans le spotlight, tu tapes Instagram. Ouais, mais c'est en fait, c'est rendre le parcours complet. En fait, ça te crée plusieurs clics et donc du coup, c'est le fait de dire bon, bah, faut que tu fasses ça te rajoute des étapes de friction et qui font que au bout d'un moment, ça t'énerve. Raison pour laquelle, par exemple, je l'ai pas mon Insta sur l'écran d'accueil. Tu vois, il faut que j'aille le chercher dans la liste de toutes les applications, donc c'est pas grand chose, mais voilà. Donc, j'ai envie de te dire, oui. J'essaye de faire attention. En fait, je fais plus attention au contenu que je consomme plutôt qu'à la façon dont je le consomme. Et même si aujourd'hui, je suis conscient que j'ai des torts, le fait est que soit j'ai pas la volonté, soit j'ai pas un regard critique suffisamment important sur moi-même pour me dire il faut que je ralentisse. Là, le truc dont j'ai vraiment envie de me débarrasser, c'est le truc que j'ai filé à Mathieu, de me dire j'écoute un truc avant d'aller dormir. Et pourquoi je fais ça ? Parce qu'il y a des fois, dans la journée, tu bosses, tu fais ce que tu as à faire, tu rentres, tu t'occupes toi de la petite, tu prépares à manger, tu nettoies, tu prépares ta to-do de demain, tu prépares tes affaires, tu vas prendre ta douche. Et tu arrives dans le lit et tu es en mode putain, là je peux enfin me poser, là j'ai plus rien à faire, qu'est-ce que je vais faire ? Et ben je vais scroller. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où, entre guillemets, je me sens le moins coupable, mais paradoxalement, tu te sens coupable de ne pas avoir profité de ta journée et donc tu te mets à gratter sur ton sommeil en scrollant, en écoutant des trucs avant d'aller dormir. Et en fait, c'est con parce que tu vas niquer ton sommeil, te sentir pas bien, être moins productif le lendemain et tu vas retomber dans cette boucle-là. Et c'est la boucle dont j'essaie de me débarrasser, de me dire, je consomme pas de la merde le soir, je vais dormir et le lendemain, je serai plus productif au taf et j'aurai davantage de temps le soir pour, de manière consciente, faire ce que j'ai envie de faire au lieu de faire des trucs comme ça, du binge-watching, ce genre de choses. À vous écouter, j'ai l'impression que ça tourne aussi vachement sur le côté addictionnel du réseau social. Ah ouais, clair. Plutôt que le guidage, entre guillemets, le pilote automatique que propose l'algorithme dans une application. Je peux te retourner. Une question pour te mettre en exemple. Est-ce que tu as doom scrollé un petit peu aujourd'hui ? Est-ce que tu t'es dit, genre, tu t'es pris, je sais pas, on va dire entre 5 et 10 minutes où tu scrolles machinalement, même pendant que tu es au chiottes ? Ça m'est arrivé. Dans la journée, là. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu pourrais me citer un réel que tu as vu sur tes 5 minutes de scrolling à peu près 10 secondes de trucs ? De la déco surtout. De la déco. Ouais, mais ok. Tu t'en souviens d'un en particulier, genre en mode celui-ci m'a marqué. Un en particulier sur le décollage d'Artemis 2. D'accord, ok. Donc sur la fusée, pas mal, un truc d'actualité, etc. Tu l'as vu entre pas mal de réels, j'imagine. On peut dire peut-être, je sais pas, une dizaine, quoi. Ah, plus que ça, je pense. Si t'as scrollé pendant 5 bonnes minutes, t'en as vu un peu plus, je pense. Non, parce que je regarde beaucoup les trucs. Ah ouais ? Ouais. Okay. Tu vois, le truc du métro, je vois les gens qui restent une demi-seconde sur les choses, ça ne m'arrive pas. Bah, tu vois, ça, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai regardé quelques conneries. Je saurais m'en souvenir d'un mec qui fait du drift, sa voiture, elle prend feu et il termine le drift. Super impressionnant avec le fou de la caisse en feu. Par contre, je sais qu'après, j'ai scrollé, je ne me souviens absolument de rien de ce que j'ai scrollé. Je me suis
souvenu de ce truc-là parce que c'est le truc qui m'a ramené dans la plateforme. Après le reste, et pourtant, c'est du temps que j'ai passé, c'est du temps dans lequel mon corps s'est dit c'est cool ce que tu fais, t'as ta dopamine, t'es bien, t'es content, t'as été trouvé ce que t'as cherché. Mais j'ai pas la sensation d'avoir été diverti outre mesure, tu vois. C'est spécifiquement pour ça que je préfère regarder des vidéos sur YouTube notamment. Ouais. Parce que je sais que ça aura un impact ou non, dans le sens où que le contenu soit du divertissement ou un truc réellement utile. Fondamentalement, on s'en fiche du fond. Mais c'est plus la forme où tu sais que c'est un contenu qui peut t'avoir impacté ou non. Et en tout cas, procurer des émotions, que ce soit juste te poser parce que c'était une phase où tu avais besoin d'être comme ça, ou alors apprendre des choses. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à faire cette démarche, et c'est pour ça aussi que je clique spontanément sur le fil d'abonnement, c'est pour ça que spontanément je vais regarder tel ou tel truc, et que j'essaye de me plonger limite dans un épisode de série, par exemple, pendant que je mange le midi, uniquement à ça. Exactement. Et d'y aller de manière consciente. Tiens, j'aime bien cette série, je vais regarder, je vais rien faire d'autre. En ce moment, par exemple, je suis en train de regarder The Ranch sur Netflix. Je sais que le midi, c'est le moment où je me regarde ma petite demi-heure d'épisode de The Ranch pendant que je suis en train de manger. L'épisode se termine, j'ai terminé de manger, je fais la vaisselle et je pars, quoi. Et tu vois, je viens de me rappeler d'un truc, mais il y avait quelques épisodes de ça. Je t'avais dit, ouais, je suis en mode dopamine détox, j'essaie de faire attention à ma consommation de réseaux sociaux, à l'excès de dopamine en allant faire des trucs à la con qui n'ont pas de sens, machin. Bah, force est de constater que ça a duré un petit peu de temps, mais que j'ai été rattrapé par la réalité que je me suis moi-même créée, à savoir les algorithmes qui m'appellent pour aller regarder des conneries, la consommation de vidéos, de trucs le soir ou pendant que je fais autre chose, qui est une bêtise. En fait, le meilleur conseil que tu peux donner aux gens quand c'est comme ça, c'est réapprenez à vous ennuyer. Vous réalisez pas la force que l'ennui, entre guillemets, il a sur vous. Et quand je dis ennui, c'est pas l'ennui juste je ne fais rien, mais juste là, si vous êtes en train d'écouter le podcast, vous le mettez en pause, vous regardez 5 minutes le mur blanc qui est à côté de vous. Déjà, le temps, il va être long et vous allez pas tenir. C'est-à-dire, même si vous commencez, vous allez le faire pendant 30 secondes et vous allez choper le téléphone, vous allez être en angoisse. C'est terrible à quel point aujourd'hui, on est habitué à être sollicité tout le temps. Et pourtant, qu'est-ce que j'adore. Ça ramène une tranquillité folle dans un monde qui va si vite. Et il me semble que tu en avais fait mention dans l'épisode précédent, en tout cas la semaine dernière, Mathieu, il me semble que tu en avais parlé. Le fait de justement, on vit dans un monde où ça va tellement vite, où il se passe tellement de choses. T'as envie de souffler des fois. T'as envie d'essayer de prendre du recul et c'est ce que tu voulais. On était presque à espérer qu'un jour Internet tombe juste pour ça, pour une petite période, pour redécouvrir ça. Moi, je veux vous dire, je suis un peu différent de vous parce que moi, c'est pas une addiction aux réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a un truc que je remarque depuis un petit moment, c'est que par exemple, X, qui était mon réseau social préféré, j'y vais de moins en moins. Mais par contre, j'ai vraiment le FOMO, moi, je pense. Le FOMO de l'information au global. Fear of missing out, pour ceux qui savent pas. La peur de manquer l'information. Parce que tout ce que je regarde, souvent, c'est lié à mon métier, à la tech en général aussi. J'ai peur de rater une info. Alors, bizarrement, c'est drôle parce que je ne regarde pas tant que ça des sites d'actualité, mais je vais beaucoup consommer des vidéos YouTube, soit sur la thématique, soit, par contre, des fois, j'ai des phases un peu flippantes où je me force à me dire, non, là, je regarde un truc détente, mais genre, encore une fois, c'est du YouTube, c'est du podcast de la discussion. Je me fais pas comme toi, c'est un peu moi perso ça me rend ouf, ça me touche beaucoup parce que je fais pas de midi où je dis tiens, je vais regarder une série. Je regarde des émissions des chaînes d'infos. Voilà, parce que j'ai besoin de savoir aussi où est-ce qu'on en est dans ce monde-là et c'est devenu un peu à la limite un petit peu flippant entre ce qui se passe en Ukraine, en Iran, etc. Mais j'ai besoin de savoir où on en est sur le conflit, de voir où en est l'escalade, parce qu'en ce moment, et les chaînes d'information, elles jouent là-dessus, parce qu'elles reprennent exactement, et c'est aussi des algos, et en tout cas, les émissions sont designées pour qu'on ait envie de rester un petit moment. Donc, je regarde je regarde les chaînes d'infos le midi. Le soir, je me couchais en écoutant des chaînes d'infos, et je mettais un minuteur, et je m'endormais là-dessus. Tu vois, par exemple, les séries, il y a plein de séries où je suis en retard parce que je prends plus le temps de les regarder. Et souvent, c'est les chiffres sur YouTube parce que, comme tu le sais, ma situation, elle est délicate et que je ne suis pas du tout arrivé à un stade où je suis en mode ça y est, c'est devenu mon activité, j'en vis et je suis plutôt serein. Quoique ça ne veut pas dire que quand ça sera le cas, je ne serai pas encore en train de regarder les chiffres.
Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, mon travail, enfin, je pense que les gens ils vont m'écouter, ils vont se dire putain, la vie, ta vie, elle est triste à souhait. C'est tout ce qui est lié autour de mon travail de la création de contenu et de mes chiffres. C'est des vidéos YouTube avec de la tech ou potentiellement des trucs un peu détente, un peu des parcours de vie, tu vois. Je suis peut-être beaucoup dans une phase où j'arrive à un âge et je pense que tu es à un âge où tu fais un peu le bilan parce que on peut le dire, hein, j'ai 40 piges, j'ai 42 ans. Et tu sais, tu es un peu dans la phase où tu es en train de quitter le côté, tu es jeune, tu investis, enfin, t'investis, tu te lances dans de la création de valeur et tu penses que le monde, il est à toi et qu'il faut aller chercher les choses. Et en même temps, tu sens que tu commences à basculer dans non, normalement, tu arrives dans une phase de ta carrière où un peu ça roule pépère. Donc, tu vois, tu es un peu en mode, tu laisses le train voguer et tu te dis, bon, bah, moi, je suis là, je vis mon parcours tranquillou. Et je pense que. Et donc, moi, comme je suis pas du tout là-dedans, je suis dans un espèce d'entre-deux, j'écoute beaucoup de trucs comme ça. Et finalement, je regarde plus du tout de trucs. Je me laisse pas. Je regarde pas des séries, je regarde pas des machins. Et je suis très peu pris par ces algorithmes-là. Mais par contre, l'algorithme me tient sans doute par le côté hey, regarde, il y a cette vidéo-là. Hey, il y a une info dedans, tu dois la savoir. Parce que pour Bubble, il faut être crédible. Parce que quand tu fais ta vidéo, il faut que tu aies un balayage. Et pourtant, j'ai cette sensation des fois de me dire putain, mais j'ai l'impression que je sais plus rien. Mais à mon sens, justement, ça, c'est un truc qui se résout assez facilement en mettant ce que j'appelle des slots dans l'agenda où tu te dis, bah, par exemple, le matin, tu te réserves, tu vois, quand tu te réveilles, que t'as fait ta phase familiale, que tu te rebascules dans le domaine pro, c'est là que tu vas faire ta veille technologique. Mais c'est que ce moment-là. Et ensuite, le reste du temps, tu n'y vas pas. C'est à ce moment-là, après, dans un autre timing de la journée que tu auras décidé, c'est ce moment-là où tu vas voir les chiffres. Et ensuite, en fait, tu disposes ta journée comme ça et ça te permet en permanence de savoir que ce moment est dédié à ça et donc du coup, tu y vas pleinement. Tout comme le fait que moi, je sais qu'un moment, et ça m'arrive aussi de temps en temps où je rebascule, où par exemple, je vais checker très très régulièrement mes mails et effectivement pour me tenir pour suivre les projets, Oui, ouais. pour me tenir informé, pour avoir les nouveautés, etc. Sauf que ça prend vachement de temps dans une journée quand tu dois faire de la veille, envoyer des choses, etc. Donc je me réserve un slot où je me dis bon bah le matin ou tel moment, généralement c'est 2 fois dans la journée où je me dis le matin je le fais pour ce que j'ai raté la veille et en début d'après-midi je le fais et ensuite je me consacre sur mes projets. Ce qui fait que en fait t'as l'esprit libre pour t'attaquer à d'autres choses, pour regarder une série si t'as envie le midi. Et moi, c'est un truc que je pousse vachement, cette déconnexion complète le midi. Alors, ça peut être à travers une série ou à travers le sport ou à travers Ouais. d'autres choses ou ta famille ou des choses comme ça, peu importe. Mais c'est peut-être un bon truc Mais, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, ça. Le ouais. fait que moi, je culpabilise le Ah, mais fait c'est de sûr. soir et scroller les réseaux, peut-être qu'il faudrait que je m'autorise un temps la journée à me Ah, dire, c'est clair. je fais un truc, mais je fais un truc que j'ai envie de faire. C'est-à-dire Tu fais un truc pour toi. je commence à suivre une série, mais c'est la série, tu vois. Je vais pas sur YouTube en disant, je vais regarder un truc sur YouTube. Non, je vais regarder le dernier best-of d'un live qui me plaît, je vais aller le voir lui, tu vois. C'est ça. Mais je prends la démarche d'arriver avec un objectif clair. Parce que En sinon, tout cas, de décompression, tu vois, peu importe limite le contenu, mais c'est effectivement de dire, toi, tu fais la démarche de dire, bon, ce moment-là, il est dédié à ça. c'est ça, mais je veux dire, là, le côté aller sur la plateforme et scroller, tu perds déjà du temps. Ah, Et mais oui, t'habitues bien sûr. déjà ton cerveau à ce genre de conneries-là, alors qu'il y a là avec un objectif C'est clair vrai. en me disant, j'ai vu cette vidéo-là, je l'ai mis dans mon à regarder plus tard, je vais aller regarder si elle y est encore et je vais la regarder. Tu vas déjà une étape plus loin en disant, j'y vais avec mon objectif de consommer ce contenu-là et pas autre chose. Mais ça fonctionne bien, par exemple, quand je suis avec ma moitié. C'est ma moitié qui m'autorise ce qu'on appelle un terme qu'on pourrait prendre pour nous, qui s'appelle ce que tu fais toi, le lâcher prise. Ça veut dire que là, à ce moment-là, tu décides d'envoyer balader tout ce qui est eh ben, de l'ordre du travail, qui te mange ton cerveau et tout ça, que tu dis, là, je me dédie à ce temps où lâcher prise et à regarder une série, si tu le veux. Ça, je le fais quand je suis avec ma moitié, qu'on est posé au pieu, que les enfants sont en train de dormir. Je me dis, OK, là, on a cette série qu'on regarde ensemble. Mais en vrai, par exemple, une série, moi, tout seul, j'y arrive plus. J'ai des séries que ma meuf, elle a lâchées parce que plus le temps ou pas par l'envie. Et il y a des trucs que j'ai beaucoup de mal à faire et qui, des fois, que je me prends un plaisir monumental. Quand j'arrive à se lâcher prise, où je me prends mon Quest et que je me mets devant ma salle ciné virtuelle et je regarde Fondation, qui est la série que, par exemple, ma meuf, elle a lâchée. Ça, le lâcher prise, c'est très difficile. Mais là où je suis d'accord avec toi, je trouve que tu as des solutions. La difficulté que j'ai par rapport à tes solutions, ça marche quand tu arrives à être quelqu'un d'organisé. Quand c'est pas ta nature d'être organisé,
c'est très difficile de réserver les fameux slots. Moi, il y a beaucoup de choses qui viennent empiéter sur mon temps et même parfois sur mon temps de travail. C'est-à-dire que je ne suis même pas forcément juste un bourreau de travail et quand je suis sur une tâche, je suis focus à mort. Non, cet état de focus à fond sur une tâche est très difficile parce que des fois, je pense à des trucs très, très subtils comme mon Discord. J'ai des gens dans mon Discord. Et quand moi, déjà, je n'ai pas été le matin dire bonjour et que j'arrive presque à 11h parce que je dis « Ah putain, j'ai oublié de dire bonjour », je vais sur Discord, je dis bonjour. J'ai une culpabilité de ne pas être arrivé plus tôt alors que ma journée elle a déjà commencé depuis 8h30, 9h du matin. Ou pareil, par exemple, je dis « Ah, ça fait 2 ou 3 jours, je n'ai pas été ne serait-ce que sur mon Discord pour voir comment les gens vont. » J'ai ce truc-là aussi. Et donc, après, il y a une chronologie d'ordre d'importance à traiter. Mais pareil, j'ai un autre problème. Et pareil, c'est que parfois, je me lève, c'est maladif, hein. Je vais aux chiottes, je vais lancer une vidéo d'un truc pour toujours avoir ce fond. Ouais, mais problème, au moins, c'est ton moment. Ouais, mais tu vas aux chiottes, tu fais tes affaires là. Tu reviens, tu dois attaquer ta tâche, tu sais. Sauf que ta vidéo là. Tu l'as pas fini. Ah oui, elle dure 15 minutes. Toi, t'en es à la 3e ou 4e minute, tu dis ah ouais, non, mais je m'arrête pas là, je la finis, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que ce genre de truc, il te bouffe du temps. Et t'arrives, il est 17h30, tu dis bah là, il va falloir, ou 17h, tu dis il va falloir aller chercher les enfants et tout ça et machin. Ouais, c'est l'importance de mettre des slots. Alors après, c'est des trucs, moi, tu vois, je te donne cette info. C'est des méthodes que c'est un truc que moi, j'ai appliqué parce que des potes m'ont aussi un peu transmis cette manière de faire. Et il y a, par nature, peut-être, t'es un mec organisé. Je suis plus organisé parce que je sais que je fonctionne bien comme ça et que je sais que je suis plus productif de cette manière. Et par contre, il y a des moments où je suis obligé de me l'infliger. Autrement, je le ferais pas. Ouais. Le sport le matin, par exemple, il y a des moments où je suis tellement concentré dans mon montage et que j'ai des trucs à rendre que je ne veux pas y aller. Mais à un moment, tu te dis, bon, bah en fait, c'est comme ça, tu le fais et peu importe. Il y a ta baignoire qui t'attend pour faire des dips, ferme ta gueule. Mais donc, à un moment, il faut se concentrer sur l'essentiel et je pense que l'algorithme n'aide pas, mais tu peux essayer de le pousser avec ta volonté et le fait de se dire, bon, ok, je vais essayer de péter les barrières aujourd'hui et t'infliger le rythme petit à petit. Il faut pas transformer complètement un agenda, mais il faut le faire petit à petit. Et à mon sens, c'est un conseil qui est un peu universel, qui fonctionne avec n'importe quel métier, n'importe quelle tâche. Même, alors je sais que j'ai un pote que j'embrasse qui organise même cette manière ses week-ends, que vous avez vu en plus hier. C'est un mania justement de cette orga spécifique. Et c'est une discipline, de toute façon. Mais le pouvoir des listes, quand tu l'as découvert, c'est incroyable. Hein, parce que c'est ça, en fait. Et ça s'applique tout le temps. Ouais. Et tout le temps. Les listes pour faire les courses, les listes pour savoir ce que tu vas faire le lendemain, les listes pour valider la moindre petite tâche, ça fonctionne très bien. Et surtout, les slots dans l'agenda, à mon sens, c'est très cool parce que tu sais que bon, bah, ce moment-là, il est fait pour ça et pour toi. Et que ce soit un slot de 10 minutes où tu te dis, bon, pendant 10 minutes, je regarde la vidéo que j'ai envie. Et ensuite, tu vas te dire, pendant 2 heures, tu vas bosser sur ta vidéo. Ça te permet de te dire, ah, mais là, j'ai déjà fait mon slot de 10 minutes où j'étais trop bien. Là, c'est le moment où je vais taffer. Et ensuite, je vais me remettre un truc. Le seul truc que je fais pas, à mon sens, dans ma journée, c'est les pauses de genre de 5-10 minutes où tu te lèves de la pièce, tu vas ailleurs, tu fais un truc, etc. Je suis toujours un peu dans mon environnement où parfois, tu sais, tu te recules, tu regardes autour, mais j'ai pas cette grosse coupure comme les gens font, la pause fumeur, tu vois, où tu vas ailleurs. Le pomodoro, tu travailles 25 minutes, c'est ça. 5 minutes. Mais du coup, parce que là, j'ai l'impression qu'on a fait une déviation, mais je veux regrouper là-dessus, je vais recouper, tu vas voir, je vais te faire une transition de zinzin. Bah, le dis pas. Est-ce que quelque part, tu te fais pas justement ton propre algorithme et du coup, avec ces slots et tout ça, quelque part, tu ne t'enlèves pas du libre arbitre. Et le fait de droit d'avoir dire, bah, je vais faire un truc qui était complètement pas prévu, est-ce que ça, c'est pas aussi un petit peu renoncer à son libre arbitre de faire ce qu'on a envie de faire dans sa journée ? Je pense que j'applique ma méthode plutôt que l'algorithme. La seule différence, c'est que t'as beau préparer la journée que t'as envie, avec les choix que t'as envie, au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un ou quelque chose qui va te mettre un tacle glissé. Et pendant que tu es en train de regarder The Ranch à 13h en te disant bah, trop bien, c'est mon moment détente, bah, tu as un client qui t'appelle. Et t'as toujours l'imprévu est toujours là. Et forcément, il faut que tu jongles avec. Que ce soit quand tu es dans une boîte ou même en auto-entrepreneur ou quoi, il faut toujours savoir un petit peu rebondir sur ces instants et c'est toujours compliqué parce que surtout, et moi c'est mon gros problème, c'est essayer de me remettre, du coup de faire un retransfert et me replonger fondamentalement dans la tâche que j'étais faite. Ou juste maintenant que t'es papa.
Ou maintenant, ouais, alors maintenant, c'est justement, j'essaie de tellement bien m'organiser que je jongle entre les deux et de me dire que je fais une déconnexion totale à ce moment-là. Et ça aussi, c'est très compliqué. Faire la gestion vie privée, vie professionnelle, c'est un truc, surtout en tant que créateur de contenu, où t'as pas cette peur de manquer l'information, t'as cette peur de disparaître. Et je l'ai vécu là, en faisant cette coupure bubble de mes réseaux, de tout ça, où même il y a des gens qui font le reproche en commentaire en disant ah, le gars il avait oublié qu'il était créateur de contenu, tu vois, où justement t'as cette pression continuelle de te dire même le week-end tu t'arrêtes jamais, tu t'essaies de regarder les trucs, tu te tiens informé, etc. Mais il faut s'obliger, je pense aujourd'hui, et surtout dans le monde dans lequel on vit, de faire cette sorte de décompression ou t'éloigner en tout cas de ce qui t'entoure et de cette pression sociale qu'on t'inflige, que ce soit sur le prisme de créateur de contenu ou même autre. En fait, on est tellement stimulé par tout ce qu'on voit, que ce soit les contenus, mais aussi les messages qu'on reçoit de potes, etc. À un moment, il faut aussi juste lâcher prise et dire, bon, bah ok, je me concentre sur ce que je vois là, ce que je fais là. Soit c'est, je sais pas, on fait un repas entre potes et donc je me concentre avec les potes avec lesquels je suis là et je vais pas envoyer un message à Jean-François de la Hard qui est ailleurs, ou alors je vais pas regarder des vidéos, ou alors je sais que je suis avec ma famille donc je vais essayer de pas faire tel ou tel truc. Enfin bref, il faut réussir à jongler, c'est hyper compliqué à faire honnêtement, et même moi tu vois, j'ai beau être le plus armé en disant je fais des blocs, des slots dans mon agenda, à un moment t'es pris par la vie, c'est comme ça quoi. Je voulais savoir un truc, parce qu'on a beaucoup parlé d'algorithmes dans cet épisode, mais juste pour finir, parce qu'on ne pourra pas non plus en faire tout un débat là-dessus, est-ce que vous pensez que l'algorithme, ça a été la première brique qui a commencé à ronger potentiellement notre libre arbitre? Est-ce que demain, l'IA va pas être le marteau qui va enfoncer le clou? Rapidement, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que ça a un potentiel danger ou pas? Moi, je pense que ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, au travers de l'IA générative, c'est juste un buzzword pour du marketing, parce que l'IA, on savait en faire déjà depuis pas mal de temps. En fait, ça veut dire que c'est du machine learning. Machine learning, deep learning, Okay. tous ces trucs-là, tout ce qui est analyse comportementale algorithmique sur évaluer la prédiction d'une action par un utilisateur, c'est des choses qu'on fait depuis hyper longtemps. Moi, je sais qu'en cyber, tout ce qui est machine learning, deep learning, etc. On a même un concept qui s'appelle le UEBA, User and Entity Behavior Analysis, l'analyse de comportement d'entités et d'utilisateurs, pour savoir si les actions qui sont en train d'être réalisées et qui sont annoncées par cet utilisateur sont bien effectuées par le vrai utilisateur. Typiquement, tu as l'habitude de te connecter le matin, de dire bonjour sur Discord à telle heure, de travailler jusqu'à telle heure, etc. Si demain tu te mets à le faire depuis un autre lieu, depuis une heure sur laquelle tu n'as pas l'habitude de te connecter, depuis un Android alors que tu n'utilises que des iPhones, ça te met des petits warnings, c'est des petits signaux faibles en mode putain c'est chelou, il fait pas ça d'habitude, putain c'est chelou là, il fait putain c'est pas l'heure, mais attends mais il habite pas là, il est pas censé être ça là. Et tous ces signaux là, ça va être des choses, des comportements qu'on va flaguer, des signaux faibles qu'on va identifier comme étant je pense pas que ce soit lui, je suis pas certain. Oui. Et ce truc là, donc là je le mets sur la cyber, mais tu peux le transposer à n'importe quelle utilisation dans le cadre d'un parcours utilisateur, puisque c'est juste ce que c'est, sur une interface. Ton utilisateur, il est présenté avec un certain nombre d'infos. Comment tu fais pour le garder, pour limiter toutes les frictions et faire en sorte qu'il reste un maximum de temps sur la plateforme? Ça passe par, consommer une vidéo YouTube, avoir des bonnes recommandations. Sur Amazon, c'est faire en sorte que quand il arrive, on lui mette directement les bons produits sous le nez et qu'il ait le minimum à faire pour passer à la case paiement. Ça, au niveau de l'analyse algorithmique, au-delà de l'IA, on le fait depuis des dizaines d'années. Oui, mais l'algorithme, j'ai envie de te dire, c'est une manière insidieuse de faire bouger un comportement, ou en tout cas de prédire une manière dont tu vas percevoir ce que tu vois. Je trouve que l'IA a cette faculté d'être un peu plus active, comme elle est capable de t'écrire avec les LLM, etc. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'à un moment ou à un autre, à force de tout reporter sur l'IA, eh bien, ça va, en plus de l'algorithme, ça va finir par enfoncer le clou? Quentin, est-ce que toi, tu penses que l'IA pourrait à la fin finir par tuer notre libre arbitre parce qu'on aura tout délégué par elle? À mon sens, il y a quand même un choix qui reste quand même le tien, même si l'IA te pousse du contenu, c'est quand même toi qui vas choisir. Alors, je prends l'exemple de YouTube, mais sur une homepage, par exemple, c'est quand même toi qui vas choisir la miniature sur laquelle tu vas cliquer. Tu as encore le choix de choisir, ou tu crois avoir le droit de choisir? Moi, j'ai l'impression que des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui choisis,
mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une machinerie tellement puissante. C'est vois, il y a toujours toujours l'entre-deux, cette ambiguïté, parce que d'une manière ou d'une autre, c'est quand même toi qui choisis de regarder ce contenu. C'est toi qui cliques dessus et ça t'a été proposé parce que c'est aussi tes préférences, c'est basé quand même là-dessus. Donc, c'est un peu un... Quelque part, tu vois, ce que tu dis, ça montre que c'est très orienté. C'est-à-dire que le truc, il a coché toutes les cases pour dire, tu vas faire ce choix-là. En fait, la seule différence qui vient casser ça, c'est comme disait Rewan tout à l'heure, j'ouvre YouTube, je tape tuto bricolage. C'est la seule différence. Et encore, quand tu auras tapé tuto bricolage, c'est comme sur Google, tu vas avoir différentes vidéos et donc après, c'est éventuellement toi qui vas choisir sur laquelle tu vas cliquer. Et la manière dont tu l'as posée avant, elle était intéressante parce que tu as aussi le cas inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as l'IA qui va te pousser des choses, mais aujourd'hui, on arrive dans un changement de paradigme, c'est nous qui allons demander à l'IA certaines choses, tu vois. Et à ce moment-là, tu as une espèce de standardisation des algorithmes qui est en train de se créer. Enfin, pas standardisation des algorithmes, c'est pas exactement comme ça que je devrais le formuler, mais plutôt, tu vas demander de l'info à l'IA pour une recherche. Et en fait, l'IA va te proposer un truc sur la base de ce qu'elle a été entraînée et des biais qu'elle a, qui soient volontairement implémentés par ses concepteurs ou juste tacitement avec les sets de données sur lesquels elle a été entraînée, tu vois. Donc, en fait, là où avant, tu devais aller chercher plus manuellement l'info, trouver des sites de confiance, sachant que des fois, ils étaient peut-être orientés, que ce soit politique, que ce soit cuisine, que ce soit mécanique, etc. Voilà. En fait, le fait d'aller demander à l'IA va te supprimer cette partie de recherche et tu vas avaler l'info telle quelle. Et c'est là où, au-delà même de te faire influencer par les algorithmes, tu vas te créer un référentiel d'informations personnelles, de billets qui vont être avalés tels quels parce que l'algorithme que tu as sollicité va te les proposer tels quels. Tu vas supprimer une espèce de démarche de recherche qui avant t'aurait permis de te mettre peut-être en contradiction avec toi-même. Là où l'IA va te donner une réponse qui va être biaisée, mais sans même que potentiellement t'en aies conscience. Et je pense qu'il est là le danger. Je pense que le libre arbitre, dans tous les cas, il a pas disparu. C'est juste qu'il coûte plus cher qu'avant, dans le sens où il demande plus d'efforts. Il demande beaucoup plus d'efforts. Et il faut parfois justement essayer de nous-mêmes désactiver notre pilote automatique pour essayer de contrer ça, ou alors faire à chaque fois partir en méga drift ailleurs en disant je vais externaliser pour passer sur une autre plateforme, je vais créer ma propre plateforme. C'est ça. Ou alors je vais... Mais c'est à chaque fois les trucs extrêmes où tu es obligé de passer de l'un à l'autre, comme quand on parlait d'un épisode, alors je sais plus c'est quoi le titre précis, mais où justement on essaie de trouver les alternatives au réseau ou des applications qu'on a actuellement. En fait, on se rend compte qu'on est obligé de tout faire soi-même, que ce soit aidé par IA ou pas, mais en tout cas de sortir complètement, de devenir en marge en fait de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et en fait, tu viens d'expliquer un petit peu pourquoi j'ai un attrait aussi fort et que je pousse aussi fort pour tout ce qui est indépendant, pour ce qui était source ouverte, etc. C'est que ça conserve en fait cette part d'authenticité de je propose quelque chose qui a de la valeur parce que moi j'avais eu un besoin et que je le mets à dispo des autres, et que derrière, c'est pas que je veux pas m'enrichir dessus, mais c'est d'abord que je réponds à un besoin qui a un besoin de fournir quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui est adapté à tout le monde sans forcément avoir un retour sur quelque chose de malsain, sur garder l'attention, etc. Tu vois. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, dans le fait d'avoir une grosse force de frappe que tu as acquis parce que tu as réussi à avoir un tas de personnes qui ont été influencées pour aller dans ta direction, fait que tacitement, ça laisse moins de place à des choses qui auraient potentiellement plus rayonné si on avait la possibilité de les mettre davantage en visibilité du public. C'est pour ça que le débat de l'Internet neutre, il est hyper important pour moi parce que ça, entre guillemets, aujourd'hui, tu as un accès Internet, tu peux publier ton site, tu peux publier tes vidéos, tu as les mêmes chances que tout le monde, en théorie, de te faire recommander. Même si, en théorie, tu vois, le monde qu'il y a, il faut optimiser, faire du SEO pour la recherche, choisir des trucs intéressants, etc. Et je pense que à côté, donc tu as les gens qui sont un peu les moutons qui suivent un petit peu la tendance avec oui, j'utilise ChatGPT, ouais, je consomme, je me laisse un peu porter par le flow. Mais tu as quand même le petit village breton de gens qui ont conscience des irréductibles, c'est terrible, qui ont quand même conscience de la direction que prend ce qui était censé être une énorme possibilité d'un partage d'informations, en fait juste un territoire pour l'enrichissement et pour l'influence de masse, et qui essaie de construire des modèles alternatifs. Et pour moi, c'est pour ça que tu as ce ras-le-bol un petit peu de toutes ces grandes compagnies, etc. Et que, alors je vais grandement extrapoler, mais que tu as des jeux comme Clair Obscur qui ont aussi bien fonctionné, que tu as des alternatives open source qui font encore autant comment dire, il y a autant d'émules et ouais, qui ont autant d'éloges.
Tu regardes des interviews de Linus Torvald, le mec qui a développé le noyau Linux et par extension GNU Linux, qui est une distribution qui est utilisée partout aujourd'hui. Le mec, le progrès que l'humanité a fait grâce à lui est incommensurable. Le mec, c'est un mec qui reste humble, qui a toujours une petite équipe, qui sait pas spécialement, qui a pas pris la grosse tête, etc. Et c'est vraiment ce genre d'esprit pour moi qui viennent catalyser la notion de l'internet doit rester un endroit de libre. Les algorithmes, ils y ont une place, mais je pense que la sensibilité du public et les moyens qu'on met pour garder cette espèce de neutralité, il est très important pour faire en sorte que, au-delà de juste consommer du divertissement, l'humanité continue de se développer telle qu'elle l'a toujours fait, qu'elle continue d'apprendre et pas qu'elle se laisse tomber dans la facilité de confier son temps et donc son évolution à des algorithmes qui vont nous abrutifier et nous rendre plus stupides. On peut terminer avec ton avis éventuellement, Mathieu ? Bah écoute, moi j'ai l'impression que malheureusement on a un peu trop bercé sur le... Je suis un peu dark ce soir, mais qu'on a un petit peu trop... on a un peu succombé au suicide cognitif. Moi j'aime beaucoup cette notion de se dire que en fait on est tellement abreuvé d'informations qu'on est fatigué. Et que du coup, en fait, peu à peu, on est prêt à lâcher prise sur des choses, notamment par exemple, tu vois, le fait de prendre le temps de refuser les cookies quand on rentre dans un site, ce qui permet à eux d'engranger un max d'informations, ce qui permet encore une fois un peu plus de diriger nos décisions. Et au final, je pense que, comme tu l'as dit, le choix du libre arbitre, c'est un choix conscient et un choix difficile aujourd'hui parce que ça demande un effort et ça demande de s'extraire aussi de nos bulles. C'est ce que moi, j'essaie de faire aussi, de parfois regarder des trucs qui sont pas du tout ma manière d'aborder les choses. Et c'est pareil, quand je parle avec une culture qui est différente de la mienne, j'essaie de pas arriver avec mes préjugés parce que en fait, mes préjugés, ils sont conçus par l'espèce d'algorithme le narratif qu'on nous a vendu ici dans notre culture et d'arriver un petit peu avec « Ok, j'écoute ce que tu as à me dire » et après, j'essaie d'en faire ma propre synthèse. Donc, c'est compliqué. J'ai peur que l'IA finisse par enfoncer le clou. Moi, c'est un peu ça mon truc. Et je pense qu'il va falloir qu'on lutte de toutes nos forces ou qu'on tombe bien bas avant d'avoir envie de remonter bien haut pour reprendre le contrôle sur tout ça. Et si l'algorithme décide vraiment pour toi, je vous laisse nous répondre à cette question directement dans la bulle vocale. On est très curieux d'avoir votre avis sur ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet énorme, universel, j'ai même envie de dire, Profond. et surtout qui touche beaucoup de monde. Donc si vous vous sentez un peu concerné, que vous voulez nous partager votre avis, n'hésitez pas à enregistrer votre petit commentaire via la bulle vocale en description, ce qui me permet d'en profiter pour vous dire si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre les petites 5 étoiles avec un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ce petit moment avec nous dans Bubble. On se retrouve très vite pour continuer la discussion. Allez, ciao. Ciao. Ciao.